Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation sur la librairie Kivy de Python. Dans cette vidéo, nous allons introduire les bases de la création d'interfaces graphiques avec Kivy. Mais avant, il est nécessaire de définir les prérequis à cette formation. Sachez que quand on parle de framework, il faut voir une surcouche, une suite du langage de base. Ainsi, avant d'apprendre une librairie ou un framework, il est nécessaire d'être à l'aise avec les bases du langage concerné, ici notamment Python. Pour suivre cette série de vidéos, il est nécessaire de maîtriser d'abord les bases du langage Python, c'est-à-dire que vous devriez être à l'aise avec la notion de variable, de fonction et de boucle. Ainsi également, avoir les bases de la PO, la programmation orientée objet avec Python. Savoir ce que c'est qu'une classe, une instance, une méthode et un attribut est indispensable pour suivre cette formation. Si vous êtes à l'aise avec les notions citées plus haut, alors je vous souhaite la bienvenue à bord de cette aventure fantastique. Si par contre vous êtes nouveau dans le langage, il vous suffit simplement d'enregistrer cette playlist pour y revenir plus tard, car pour vous, j'ai une série de formations sur le langage Python spécialement dédiées aux débutants. Donc ce n'est que partie remise. Let's go. Qu'est-ce que Kivy? Kivy est une librairie open source de développement d'applications pour les plateformes mobiles et bureaux. Ces genres d'applications sont généralement appelées cross-platform, ce qui signifie que l'on va créer une application fonctionnelle sur toutes les plateformes mobiles et bureaux depuis le même code source, et c'est là qu'est toute la magie. Kivy nous permettra de créer des interfaces graphiques dynamiques et interactives. Si on revient sur la notion d'interface graphique, laissez-moi vous informer qu'on a généralement deux types d'applications. Les applications dites console et les applications fenêtres ou les interfaces graphiques. La différence entre les GUI ou Graphical User Interface en anglais par rapport au programme console vient uniquement de deux points. Le tout premier, c'est tout simplement la commodité. Les applications graphiques sont plus commodes d'utilisation car permettent une plus facile interaction avec l'utilisateur, contrairement à la console. Le deuxième point est juste le style, la beauté et l'élégance, contrairement aux applications console qui sont beaucoup plus ternes. Sinon, l'algorithme utilisé pour l'interface graphique et la console reste la même. En vérité, ce qui se passe, c'est que l'on récupère un programme console, puis on connecte simplement une couche pour l'interface graphique afin d'interagir plus facilement avec notre utilisateur. Et c'est exactement ce que nous allons voir ensemble dans cette formation. Pour commencer à utiliser Kivy, il va falloir que l'on l'installe. Vous pouvez le faire depuis votre terminal. Donc, je vais lancer juste mon terminal standard. C'est pas le terminal par défaut de Windows, c'est un terminal Windows Terminal qui est librement gratuit offert par Windows. Vous pouvez le télécharger sur leur site officiel ou depuis le Microsoft Store. Donc, je vais lancer Windows, le terminal du moins. Une fois que le terminal est lancé, il vous simplement de saisir la commande pip install Kivy et vous la lancez. En outre également, vous pouvez tout simplement taper également cette commande python-m pip install Kivy. Si vous lancez cela, en temps normal, il va installer directement Kivy. Maintenant, s'il relève une erreur là, il me dit simplement que requirement already satisfied, pour simplement me notifier qu'en fait, toutes les bibliothèques, toutes les dépendances de la bibliothèque Kivy est déjà installée. Ce qui signifie que j'ai déjà installé Kivy, ce qui est bien le cas. Il me donne même les versions de chaque bibliothèque qui a été installée. Si cela dit, vous rencontrez une erreur lors de l'installation de Kivy, vous pouvez tout simplement vérifier la version de votre Python et vous rassurer que vous avez une version inférieure à la 3.11, c'est-à-dire qu'une version inférieure ou égale à la 3.10, car la version actuelle de Kivy ne prend pas en charge en fait les versions de Python supérieures à la 3.10. Donc pour vérifier en fait votre numéro de version Python, c'est très simple. Il vous suffit simplement de taper la commande python version. Une fois que vous avez saisi cette commande, voilà, il va vous relever en fait la version de Python qui est installée. Chez moi, évidemment, c'est la 3.10.5 qui est installée. Donc, si vous avez une version, la 3.11 par exemple,
nul besoin de désinstaller en fait cette version. Il vous suffit simplement d'installer la version de Python qu'il vous faut, d'accord? Donc, il suffit d'ajouter la version. Et pour ça, il suffit de venir sur le site officiel de Python, python.org, qui est là. Une fois sur le site officiel, en fait, il vous donne des options de téléchargement. Bien évidemment, si vous cliquez sur téléchargement ici, bah, il vous permet déjà de télécharger directement là. Mais là, vous voyez que la version ajoute, c'est la 3.11.3. Donc, si vous installez la 3.11, en fait, il y a peu de chances que l'installation se passe bien. Donc, on va tout simplement venir là, on va dire qu'on va aller sur Windows. Une fois que ça, c'est bon, on va descendre en dessous et prendre une version inférieure à la 3.11. Comme vous voyez, en fait, il nous donne les versions stables de Python, en fait, que l'on peut installer. Donc là, on a la 3.10.11 par exemple, une version stable que l'on peut déjà installer. En dessous, on a la 3.11.3. Donc, vous téléchargez simplement ça en cliquant là-dessus. Si vous cliquez sur ça automatiquement, voilà, il vous donne la version de Python que vous avez choisie. Et oui, donc on dit que c'est ça que l'on veut. On vient en dessous ici, ils vont nous donner tout simplement les packages à télécharger en fonction tout simplement de votre système d'exploitation. Donc là, il nous donne cette exploitation et la version. Par exemple, là, il nous dit simplement que ça, c'est pour les macOS 64 bits. Donc, nous, on cherche en fait un installeur pour Windows. Donc là, il nous dit en fait que là, c'est pour le Windows 32 bits et là, le Windows 34 bits. Donc, vous téléchargez tout simplement la version qui correspond à votre processeur et là, vous l'installez sans souci. Une fois que vous l'aurez installé, j'ai une vidéo spéciale sur l'installation en fait de Python. Je vais vous mettre le lien en commentaire. Vous revenez dans votre terminal et là, on va réinstaller Kivy, mais tout simplement en changeant la procédure. La deuxième commande que je vous ai montré en fait, la commande python-m pip install Kivy en fait, c'est cette commande qu'on va utiliser. À la seule différence qu'on va préciser en fait la version de Python que l'on va utiliser. Donc là, on va dire simplement que pi, qui est une commande par défaut, qui est un raccourci en fait pour Python, on va lui dire que je veux que tu utilises la version tiret, par exemple là, je mets un tiret et j'indique le numéro de version que je veux utiliser pour l'installation. Donc là, je vais dire 3.10. Là, vous voyez que je me suis limité en fait à la version 3.10 sans plus de détails. Par exemple, si vous voyez en fait, on revient sur le site d'installation. La version qu'on a prise, c'est la 3.10.11. On pouvait également préciser en fait le 11 en fait, tout simplement pour indiquer que c'est cette version bien précisément que l'on souhaite installer. Mais ça aurait été utile si on a deux versions 3.10 qui sont installées. Par exemple, si on avait installé un 3.10.11 et un 3.10.9 par exemple, là on précise que c'est exactement cette version que l'on souhaite. Mais comme on n'a qu'une version 3.10, il suffit seulement de préciser 3.10 et cela va marcher. Donc, une fois que ça c'est fait, il vous suffit seulement de valider également. Et là, comme j'ai toujours installé Kivy, il va me dire seulement que all requirements already satisfied pour dire seulement qu'en fait, j'ai déjà installé toutes ces librairies et ces dépendances en fait. Et si vous avez réussi à installer Kivy, maintenant, on va passer maintenant au code sur Visual Studio. Ok, donc là, moi, j'ai créé quand même un dossier spécial Kivy Python, voilà, pour Graphic User Interface Kivy avec Python. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est simple en fait. On va juste, je vais créer un dossier, voilà, ok, que je vais appeler en fait test, par exemple, je vais dire test app, par exemple, d'accord, donc test app, voilà, pour dire simplement application de test. Et dans ce dossier maintenant, on va tout simplement créer tout simplement le code minimal qui est requis en fait pour carrément pour une interface graphique avec Kivy, ok. Donc pour ce code minimal, c'est très simple. Je vais créer tout simplement un fichier Python que je vais appeler main.py. Une fois que ça c'est créé, je vais importer un module de Kivy. Donc pour ce faire, c'est très simple. Voilà, on dit from en fait Kivy qui est là, point app import, ok, import app avec app de cette façon. 2p minuscule du moins. Ok. Donc une fois que ça c'est fait, on revient carrément à la ligne et on va tout simplement créer une classe initiale, la classe app. Donc pour créer la classe, c'est très simple. Je crée une classe que je vais appeler tout simplement main par exemple. Voilà, je vais appeler la classe main, ce n'est qu'un exemple. Et là, je vais demander à la classe d'hériter de app ici. D'accord, donc la classe va hériter de app. Une fois que cet héritage est fait, je vais rien passer à l'intérieur. Voilà, donc, et maintenant, je vais tout simplement
instancier ma classe. Donc, je vais créer une instance que je vais tout simplement appeler app de cette façon. Voilà, aussi court. Et je dis que app égale simplement à main. C'est bon. Et là, je vais exécuter mon application avec app.run. Run, c'est tout simplement la méthode qui va nous permettre de lancer notre interface graphique. Ok, donc je fais run et je vais exécuter simplement mon code. Et voilà. Et là, vous voyez que là, on a une interface graphique qui, bien évidemment, pour l'instant, est bien noire, ne contient pas de données pour l'instant, mais déjà, on peut être fier de nous puisque ça prouve que on n'a pas répondu tout à l'heure de l'installation de la bibliothèque Kiwi. Donc, maintenant que Kiwi est correctement installé, on va commencer à suggérer notre application en y plaçant un premier widget. Mais en parlant, c'est quoi exactement un widget? En fait, un widget, ou ce qu'on appelle également un contrôle, c'est tout simplement les contrôles, voilà, d'ailleurs, des contrôles qui vont nous permettre d'interagir en fait avec notre utilisateur. D'accord? Par exemple, lorsque vous utilisez une application, vous avez des boutons, vous avez des zones de texte, par exemple, comme Visual Studio Code. Là, on a des zones de texte. Là, on a tout simplement des éléments cliquables. En fait, on a des boutons qu'on peut cliquer pour activer d'autres fonctionnalités et faire tout ça. Tous ces éléments sont appelés des contrôles ou encore des widgets. D'accord? Donc, c'est tout simplement des éléments qui nous permettent d'interagir avec notre utilisateur. OK? Donc, maintenant, on va apprendre maintenant à structurer notre application, en fait, en y plaçant des contrôles intéressants. Mais avant, il est nécessaire de comprendre, en fait, la philosophie de Kiwi. En réalité, Kiwi nous permet de structurer notre application par deux solutions possibles. D'accord? La première est tout simplement la structuration de l'application depuis du code Python. C'est-à-dire simplement que on structure carrément notre application en utilisant que du Python pur et simple. Ok? La deuxième solution, par contre, nous permet en fait de structurer notre application depuis un fichier spécial qu'on appelle le fichier KV. D'accord? Le fichier KV, c'est un fichier qui utilise en fait le langage de balisage de Kiwi. Ok? Et nous allons structurer notre application par ces deux solutions, puis nous allons exposer plus tard en fait les plus et les moins de chacun des méthodes. Pour déjà commencer, on va tout simplement créer d'abord un tout premier contrôle en fait ici. On va afficher d'abord un bouton sur notre interface graphique, d'accord, sans souci, ok. Donc pour le faire, c'est très simple en fait. On va encore importer tout simplement notre contrôle. Donc on va tout simplement que from en fait Kiwi, d'accord, point UIX, d'accord, et je vais demander à ce qu'il nous importe en fait, non, UIX du moins, et là on va demander le contrôle que l'on souhaite. Donc on va dire qu'on veut en fait importer button, voilà. Donc button, et dans ce module en fait, je vais importer la classe button directement. Voilà. Donc je l'importe ici. Mais avant en fait, je vais importer également le widget aussi. Donc je vais dire que from en fait Kiwi, d'accord, point UIX, point widget, import widget. Ok. Maintenant, qu'est-ce que c'est que button et qu'est-ce que c'est que widget? C'est très simple en fait. Button, c'est tout simplement notre contrôle que l'on va afficher. Mais widget, c'est tout simplement la structure de la page. C'est tout simplement que c'est la page en fait, ou du moins c'est l'interface que l'on va créer pour contenir notre élément graphique bouton. En fait, le bouton ne peut pas se placer dans le vide. Et lorsqu'on a exécuté ça tout à l'heure, en fait, vous voyez ce qu'il y a là? C'est tout simplement une application vide. Là, il n'y a absolument rien du tout en fait. Donc, on ne peut pas placer directement un bouton dans une app vide en fait. Ça n'a pas de sens. Donc, il nous faut d'abord carrément un conteneur. Et dans nos conteneurs maintenant, en fait, on va placer nos différents contrôles. OK? Et le conteneur qu'on a pris ici, c'est tout simplement le widget. D'accord? Donc, le widget va contenir nos différents contrôles pour l'instant. Donc, je vais créer une deuxième classe que je vais appeler main widget. Et cette classe va hériter de widget tout simplement. Aussi simple que ça. Et pour l'instant, je fais pass. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on va faire en fait? Il va falloir qu'on indique en fait à notre application main ici qu'il faut qu'il retourne en fait notre conteneur widget en fait, main widget. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, l'application ici en fait, c'est ça qui est notre application principale. Mais maintenant, il faut que notre application retourne carrément notre interface. Et notre interface ici pour l'instant, c'est main widget. Donc, il va falloir qu'on indique à l'application en fait
qu'il faut qu'il retourne en fait main widget lorsqu'on va l'appeler. Pour le faire, c'est très simple. On va utiliser la fonction build. Donc, on va dire def build qui est là. Et par défaut, vous voyez qu'en fait, il nous retourne quelque chose. Il nous retourne en fait build. Donc, ça veut dire qu'en fait, il retourne encore juste main en nouveau, sans rien du tout. D'accord? Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est simple en fait. On va dire que lorsqu'on va te rappeler, je veux pas que tu retournes ça, mais je veux que tu me retournes en fait un main widget comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que lorsqu'on va appeler en fait notre application main ici, il va en fait nous renvoyer tout simplement une instance de notre interface graphique, c'est notre conteneur principal qui est main widget. Donc là, j'instancie en fait main widget et je le renvoie. En fait, je l'ai fait en un temps, mais on aurait pu le faire en deux temps. C'est-à-dire par exemple qu'on crée en fait une variable intermédiaire, par exemple, que je vais appeler ici. Je vais dire ici en fait là, je vais l'appeler interface par exemple. Voilà, et je dis que interface est égal en fait à ça. Et là, je retourne tout simplement interface, c'était possible. Donc voilà, je peux retourner interface à partir de là. Donc c'est toujours juste en fait. Je vais l'exécuter, mais il va falloir que je ferme en fait l'ancienne application que j'ai ouverte. Voilà, et là, il va exécuter à nouveau mon code. Et cette fois-ci, vous allez voir que il va l'exécuter. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus de changement visuellement, mais en réalité, on a changé beaucoup notre code puisque maintenant, notre interface n'est plus vide en fait. C'est-à-dire que notre application contient un conteneur qui est là. Maintenant, le conteneur, lui, maintenant, il est vide en fait. Voilà. Donc, il va falloir maintenant qu'on recharge maintenant notre conteneur. Donc, on va y placer d'abord notre tout premier contrôle en fait, qui sera le bouton. Donc, pour le faire, on va revenir ici maintenant et on va passer à l'initialisation de notre classe. Donc, on va définir diff en fait, underscore underscore init, underscore underscore. Et là, on lance. Donc, ça, pour l'instant, on ne touche pas à ça, puisque là, c'est carrément, en fait, c'est indispensable, puisque lorsque vous héritez, en fait, d'une classe, il va falloir déjà, en fait, que vous mettez déjà cette fonction super init, en fait, pour indiquer à la classe, en fait, qu'elle peut passer ses propres arguments, en fait, et les récupérer. Donc, après cela, on va venir créer une variable qu'on va appeler B, d'accord? Ou bien je vais l'appeler carrément bouton. Voilà. Et une fois que j'ai le bouton ici qui est là, je vais dire en fait que bouton sera tout simplement une instance de button directement, sans rien du tout. D'accord? Une fois que l'on va créer ça, en fait, on a déjà notre tout premier bouton. Et maintenant, on va passer en fait ce bouton en fait à notre main widget. Donc pour ce faire, c'est très facile. On utilise simplement self pour faire référence à main widget auquel on va appeler tout simplement la méthode add widgets. Voilà. Donc, on va ajouter en fait bouton ici. Donc, je vais le placer bouton. Voilà. Donc, déjà à ce niveau, si on exécute notre fonction, notre application, voilà, vous voyez que là, on a quelque chose qui est apparu dans notre interface, puisque on a notre premier bouton qui est là. Maintenant, le bouton, il est quand même, voilà, assez fat. Il y a rien qui est écrit. On ne sait même pas si c'est un bouton ou pas. On voit juste carrément un rectangle, en fait, du moins un carré au bas à gauche de notre fenêtre, mais on ne sait pas c'est quoi exactement. Donc, on va lui mettre un texte, d'accord? Et pour lui mettre un texte, c'est très facile. On vient tout simplement dans la création du bouton ici. On peut le faire ici. On va passer en fait l'argument texte qui est là, auquel on va passer un nom. Je vais tout simplement l'appeler button. Voilà. Donc, on peut relancer à nouveau l'application pour voir. Et voilà. Donc là, vous voyez en fait qu'on a button qui est là. Maintenant, on va tout simplement ajouter un deuxième contrôle que j'appelle le label. Le label, en fait, c'est tout simplement une étiquette qui va nous permettre d'afficher tout simplement carrément du texte à l'écran. Voilà. Donc, pour ce faire, c'est très facile. Je vais importer également la classe de label. Donc, je vais dire que from kiwi.uix.label. OK. Et là, je vais demander également d'importer en fait un label. Voilà. Donc, aussi simple que ça. Et de la même façon qu'on a créé le bouton, on va créer également notre label de cette même façon. Donc, je vais tout simplement descendre là. Et je vais dire que là, je vais l'appeler label ainsi. Et qui doit être égal à label. Voilà. Donc, également là, je peux également le passer directement ici. Et là, je vais dire que c'est un label.
Voilà. Si on exécute notre application à cette étape, en fait, on ne va rien voir sur l'écran comme message puisque on a un label, certes, mais c'est un label qui est vide. Donc, il va falloir également qu'on lui passe du texte. OK? Donc, pour le passer du texte, c'est comme on l'a fait ici. D'accord? On peut passer un argument qu'on va appeler texte. OK? Qui est égal à, là, je suis un label. OK? Et on peut réexécuter notre application. Ok, là maintenant on voit que ça s'affiche correctement, mais le seul hic qu'on a, c'est tout simplement que notre label est écrit exactement à la même position que notre bouton, ce qui rend assez illisible en fait le texte, puisque je suis un label est confondu avec un bouton. Donc on va déplacer un de nos deux éléments en fait pour carrément pouvoir les distinguer. Pour déplacer notre label, je vais tout simplement utiliser la propriété post pour position, d'accord? Donc pour ce faire, c'est très simple. Je dis en fait que label point post est égal. Et là, je vais passer un tuple qui va contenir en fait la position sur X et sur Y. Donc, je dis par exemple que je veux que tu le déplaces sur 250 pixels sur l'axe de X. Bon, je dirais 200 pixels sur l'axe de X et 0 pixels sur l'axe de Y. Donc, c'est dit qu'en fait, je vais carrément faire une translation sur X, mais pas sur Y. Donc, si je relance notre application, voilà. Là, vous voyez en fait que là, j'ai bougé en fait le label en fait du bouton. Et là, on distingue assez clairement en fait le bouton du label. Maintenant, le label, c'est pas un élément interactif. En fait, il est interactif seulement que l'utilisateur n'interagit pas avec directement. Par exemple, il peut pas cliquer sur ça pour que ça crée carrément une action. Voilà. Par exemple, le bouton est interactif. Voilà. On va voir ensemble d'autres contrôles en fait qui également eux sont interactifs, mais le label en fait n'est pas interactif. Il est plutôt statique. Il est dynamique, mais c'est nous qui le contrôlons, pas l'utilisateur directement. Voilà. Il peut pas utiliser en fait. Voilà. Donc, c'est tout simplement une étiquette en fait pour afficher une information directement à l'écran. OK? Maintenant, on va voir quelques propriétés. Par exemple, on va essayer de placer une couleur en fait à ce label-là. Donc, on va lui placer une couleur. Je veux dire par exemple que bon, je veux carrément que tu le places en rouge. Donc, je vais venir par exemple là, je veux dire en fait que label en fait point color, ok, est égal et je vais passer le nom d'une couleur en fait. Donc là, si je dis red et j'exécute, voilà. Donc là, vous voyez que le label est devenu rouge en fait. Donc, il m'a créé tout simplement un label là en rouge. OK? Donc, il y a bien d'autres couleurs. Par exemple, ici, il y a le green, par exemple, pour le vert. OK? Voilà. Si je lance, là, il sera en vert. Voilà. Maintenant, si vous y connaissez en fait en web, en réalité, c'est pas très compliqué. Il suffit simplement tout simplement de taper en fait les 16 couleurs en fait, les couleurs en fait natives du CSS. Par exemple, si je tape en fait le light blue, voilà, il va m'afficher une couleur. Si j'affiche le teal par exemple, la quoi, le livre, il va m'afficher une couleur. Par exemple, si je mets en fait le lime par exemple, c'est un vert quand même assez cool. Voilà, je peux le lancer, vous allez le voir. Voilà, donc en fait, le lime en fait donne un vert plus clair, ok? Donc si vous allez sur Google que vous tapez en fait des couleurs en fait natives en fait du CSS, vous allez les trouver. En fait, il y en avait 16 initialement, maintenant je pense que ça tourne autour de 24 et quelles couleurs en fait, voilà. Donc il y a l'orange, il y a le mauve, il y a le fuchsia, il y a tous ces trucs-là qui sont là. Donc, vous pouvez passer le nom d'une couleur, mais également, il y a une autre façon en fait de passer une couleur avec tout simplement son code RGB ou hexadécimal, mais on va y revenir plus tard. Ce qu'on peut faire également avec le label, c'est tout simplement modifier la taille d'écriture, ce qu'on appelle en anglais la font size. C'est également une propriété en fait du CSS. Donc pour le faire, c'est très simple. On fait tout simplement label point. Là, on va taper font. On va voir en fait tout ce qui va nous passer. Donc on voit qu'il y a font, blended, context, family, features, on a heighting, kerning, name et size. Donc on va passer sur font size, on va définir en fait la taille la prise d'écriture. Et là, je vais passer en fait du 12 par exemple. Le 12, je vais passer du 16. Si je passe en fait du 16, c'est-à-dire que je veux en fait qu'il m'écrive en fait en 16 pixels. D'accord? Voilà. Donc si je le lance, voilà, ça n'a pas beaucoup grandi. Donc on va un peu l'agrandir un peu. On va l'exagérer. Je vais aller peut-être à 42.
c'est trop, je sais, mais on va juste vérifier que ça marche assez bien. Donc pour ça, il faut que la différence soit marquée. Voilà. Donc là, vous voyez que là, j'ai un label est nettement bien plus gros en fait que son étude initial. Donc on peut jouer sur ça. De la même façon, on pouvait également passer tout simplement à une police de couleur en fait. Si on avait une police de couleur, on peut télécharger en fait des polices de couleur et il y a bien en fait des sites pour ça. On a FontSquare par exemple qui vous permet en fait de télécharger en fait des polices en fait en fonction de votre besoin. Donc vous pouvez télécharger quand même une police et l'utiliser directement sur votre application sans le moindre souci. D'accord? Donc déjà là, on est déjà bien, on sait que on peut déjà faire tout ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va recréer exactement cette interface-là. Je me permets de relancer à nouveau l'application. On va recréer cette interface-là par la deuxième solution, c'est-à-dire en utilisant simplement le fichier KV. Et vous allez voir que c'est très simple de le faire. Donc, pour le faire, je vais d'abord fermer ça et je vais créer un fichier spécial que je vais appeler, bon, on va voir en fait, là, j'ai créé en fait main app. Je vais changer un peu le nom de ma classe mère, en fait, ma classe source, ça sera plus main, mais je vais l'appeler en fait main app par exemple ici, d'accord? Et là, évidemment, il faut que je change ça en app ici. Donc, excuse-moi, je vais effacer ça. Voilà, main app. Donc là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez exécuter, vous voyez qu'il n'y aura pas de changement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon fichier ici et je vais l'appeler main.kv. Donc, je vais l'appeler simplement main.kv. Donc, comment est-ce que le nom du fichier est dénominé? En fait, c'est très facile. Vous prenez tout simplement le nom de votre classe source, en fait, de la classe de votre application, et vous enlevez le app. Bon, là, j'avais mis app. Si j'avais gardé ça initialement à main, je devais mettre tout simplement main en minuscule, d'accord? Donc, je pouvais écrire main. Ça marche pour main simple ou pour main app. Ça va marcher pour les deux. Mais j'ai mis main app puisque la convention, en fait, de codage, en fait, exige qu'on mette tout le temps app à la fin de notre classe d'application. Voilà. Donc, en fait, vous allez voir généralement dans d'autres codes, en fait, que ça s'appelle main app et non tout simplement main. Maintenant, si vous tombez sur main app, par exemple, le nom de votre fichier KV doit être également à main. Pour ça, lorsque vous allez créer votre premier fichier KV, vous allez voir en fait que le fichier KV en soi n'aura pas cette icône-là. Voilà, il n'aura pas d'icône par défaut, c'est très simple. Pour avoir cette icône, il suffit simplement de télécharger une extension en fait Kiwi. Donc vous allez simplement dans les extensions en fait disponibles et vous recherchez Kiwi, aussi simple que ça. Donc si vous recherchez Kiwi, là, moi j'ai juste installé le tout premier en fait, Kiwi Language Support. Et si vous installez ça, automatiquement en fait, Visual Studio Code va comprendre en fait que le fichier qui est là, c'est un fichier Kiwi. Donc là, moi j'ai créé mon fichier en dehors de mon dossier, ça va pas fonctionner. Donc je vais le déplacer à l'intérieur du dossier. Voilà, si je suis sur Yes, et voilà. Donc il a déplacé à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais carrément commenter tout ce que j'ai eu à écrire ici, jusqu'à la définition même de la classe. Donc pour le faire, je fais tout simplement un raccourci, CTRL là. Voilà, slash bar, pour commenter toutes les lignes. Donc on peut vérifier, si j'exécute à nouveau ça, vous allez voir que j'aurai une application vide, voilà, qui est là. Voilà, une application vide qui est là, qui ne retourne absolument rien du tout. Exactement ce qu'on va faire, c'est que ici aussi, dans notre fonction, dans notre classe d'application, on va commenter voilà, la méthode drill d'ici. Puisque cette méthode, en fait, ne nous sert pas à grand chose pour l'instant maintenant. Puisque, comme on va développer notre interface graphique depuis le fichier KV, bon, on n'a plus besoin de cette méthode-là. Donc, vous allez voir que si j'exécute, rien n'aurait changé. Seulement que là, on aurait une application vide, puisqu'il n'y aura même pas de conteneur, puisque j'ai pas de manière à ce qu'il retourne quoi que ce soit. D'accord? Donc, on va revenir automatiquement dans notre fichier KV et c'est maintenant là qu'on va tout simplement coder notre interface graphique. OK? Donc, pour le faire, on va d'abord désigner en fait le nom de notre interface graphique ou du moins le nom du conteneur qu'on va afficher dans notre application. Et le conteneur qu'on a créé, c'est tout simplement celui-ci, main widget. D'accord? Donc, je vais le copier depuis là et je vais l'amener ici. Donc, je fais ça et je fais suivre ça de 2 points. Et là, tout simplement, ce code en fait indique en fait à, à Visual Studio Code du moins, à notre application, qu'on veut utiliser en fait notre conteneur main widget comme conteneur de l'application. Maintenant, il dit OK, mais main widget c'est lequel? Je le connais pas. Évidemment, en fait, je n'ai pas défini main widget. Si j'exécute actuellement,
mon programme en fait, vous allez voir que le programme ne va rien afficher, mais il n'est plus vide puisque je lui ai dit clairement que maintenant, je veux que tu me retournes en fait le main widget comme conteneur. Maintenant, main widget lui-même, il est vide puisque je l'ai défini en fait dans le code Python ici, mais j'ai pas défini d'éléments à l'intérieur, donc il est vide en fait. Donc, il réussit à retrouver main widget, mais main widget ne contient rien du tout. D'accord? À partir de là, si je désactive ça, ça va fonctionner. Si je désactive tout ce code-là, en fait, ça va fonctionner puisque il retourne exactement main widget et il va retrouver en fait la définition de main widget dans le code Python. D'accord? Donc, si je relance ça, vous allez voir qu'il va afficher ça correctement avec tout ce conteneur-là, puisqu'il retrouve la définition. Donc, ça prouve avec que notre application n'est pas vide, mais c'est juste qu'en fait, du moins, on ne l'a pas définie. Sinon, elle n'est pas vide, elle retourne tout simplement main widget. Maintenant, comme on veut tout simplement coder ça depuis le fichier KV, on va revenir pour vérifier que tout est bien propre. Voilà, et là, on a encore l'application vide. Donc maintenant, on va définir ça maintenant, mais depuis le fichier KV. Et pour le faire, c'est très très simple. On va venir à la ligne ici, voilà, et on va tout simplement ouvrir des crochets dans lequel on va passer le nom de notre, comment dit-on déjà, dans lequel on va passer le nom de notre conteneur. Donc ici, main widget. On fait suivre ça de 2 points, voilà. Et là maintenant, on va définir exactement tout ce que l'on souhaite afficher dans notre conteneur. Voilà. Donc, on va définir en fait les contenants de notre conteneur. Donc déjà, on peut commencer par le bouton, très facile. On va passer tout simplement button ici. Vous voyez que déjà, il nous donne la définition. Si vous cliquez par là, il va tout simplement implémenter ça automatiquement. Là, il nous demande en fait quel texte est-ce qu'on souhaite afficher dans le bouton. Donc, je vais l'enlever pour l'instant. Vous allez voir que si j'exécute l'application, à ce stade-là, on aurait exactement ce qu'on a vu premièrement, un bouton vide, sans rien du tout. D'accord? Donc, on va définir maintenant la propriété texte de notre bouton facilement avec texte. OK? Donc, ces 2 points, là, c'est les points et non l'égalité. Donc, je dis 2 points et là, je vais dire tout simplement button. OK? Et on revient à la ligne en fait. Et à partir de là, je me mets tout simplement sur la même ligne en fait que button, l'indentation, pour créer mon deuxième contrôle. Puisque là, si je crée mon contrôle à l'intérieur, cela signifierait en fait que mon contrôle sera un enfant direct en fait du bouton. Et en fait, comme c'est des éléments en fait à même niveau de hiérarchie en fait, il y aura tout simplement un bug puisque un bouton ne peut pas contenir en fait un autre contrôle. Voilà, un contrôle ne contient pas un autre contrôle. Il n'y a pas de logique en fait. Voilà, c'est comme si vous dites qu'un bouton peut contenir quelque chose. Non, un bouton ne peut rien contenir. C'est un contenant en fait euh, qui est généralement lui-même placé dans un conteneur, mais il ne peut pas contenir quelque chose. Voilà. Donc, on peut définir ses propriétés et tout ça, mais on ne peut pas tout simplement placer un conteneur. Donc, là, l'indentation est assez précieuse. Voilà. Donc, il va falloir tenir compte de l'indentation. Et à partir de là, maintenant, je vais tout simplement placer le label. Donc, je vais placer label directement ici. Et si je tape, il va me ramener à ID. Donc, pour l'instant, on va parler de ID, mais on va passer le texte. OK? Et le texte, ça dit simplement que je suis un label. Voilà. Donc, si on exécute, voilà, on a exactement le même problème. C'est simplement que le label se place par défaut à la même position que le bouton. Donc là, on va tout simplement bouger notre label en fait de 200 pixels à droite. OK? Donc pour le faire, on revient par là et là, on va passer tout simplement la propriété pose pour position. Et une fois qu'on a ça, on va tout simplement le passer directement les valeurs. Là, on peut dire 200,0. Si j'exécute, voilà. Donc, il a bougé sur l'horizontale. OK? Donc, on peut le fermer ça à nouveau. On va revenir à la ligne. Cette fois, on va mettre la couleur color égale à, du moins 2 points, pas d'égalité dans le fichier carré. 2 points égale à libre. Et là, on va placer le font size 2 points à 42. Et là, si j'exécute en fait, vous allez voir qu'on aura exactement le même résultat qu'on a eu à créer avec le code
Python. Maintenant que l'on a vu en fait les deux solutions de structuration du code, il est temps que je vous détaille un peu plus le fonctionnement de chacun des deux méthodes. La première solution est un développement en pur Python. Comme vous l'avez remarqué, on fait uniquement de la PO avec la classe, les instances, les attributs, les méthodes et bien d'autres. Quant à la deuxième méthode, il est un petit peu plus spécial car on utilise une syntaxe nouvelle. Cette syntaxe en fait est très similaire au langage de sérialisation YAML ou le TOML. L'avantage de ces derniers, c'est qu'ils ont une syntaxe en fait fluide et très simple. Si vous connaissez le TOML ou le YAML, vous serez à l'aise avec le fichier KV. En vérité, chacune de ces deux approches offre son lot d'avantages et d'inconvénients. Et la façon de profiter pleinement de la bibliothèque Kivy est d'utiliser conjointement ces deux approches. Maintenant, revenons sur les widgets et les contrôles. Les contrôles représentent le noyau de l'interaction avec nos utilisateurs et nous allons maintenant parcourir ensemble les widgets de base de Kivy. Et pour ce faire, on va partir consulter la documentation et partir déjà de là. Donc, vous arrivez sur la documentation, sur le lien qui s'affiche dessus en fait. On a tout simplement kiwi.org/docs/stable, tout ça. Vous tapez ce lien, vous allez revenir directement sur ça. Ou carrément, vous venez depuis en fait Google en fait et vous tapez en fait Kiwi All Widgets ou Kiwi All Control, ça revient à la même chose. Et vous lancez tout simplement sur le deuxième lien, voilà, ça vous ramène tout simplement à cette page. Et ensemble ici, on va voir en fait l'ensemble des widgets. Donc là, on dit simplement qu'on a tout simplement ce qu'on va appeler les UX widgets. En fait, c'est tout simplement le User Experience Widget. Donc, il nous dit simplement que là, c'est tout simplement les classiques User Interface Widgets, c'est-à-dire les widgets qu'on utilise généralement pour créer des interfaces graphiques. D'accord? Donc, c'est les plus utilisés en fait. Mais il nous dit qu'on a bien d'autres widgets par exemple. D'accord? Là, on a les layouts, voilà. C'est tout simplement les mises en page. On a également des widgets plus complexes, voilà, qui permettent d'autres interactions. On a les behavior widgets, d'accord? Donc là, ce qu'on a sur cette première liste, en fait, c'est les contrôles, en fait. Voilà. Donc, c'est l'ensemble des contrôles, en fait, que l'on peut utiliser avec notre utilisateur. D'accord? Donc, on a d'autres widgets qui ne sont pas des contrôles. Par exemple, le layout, c'est pas des contrôles puisqu'en fait, on ne peut pas interagir avec l'utilisateur. Alors que les contrôles, en fait, doivent permettre une interaction avec l'utilisateur. Donc là, on a la liste de nos contrôles. Et c'est ce qui nous intéresse pour le moment. D'accord? Donc, vous voyez déjà qu'on connaît déjà deux contrôles à l'intérieur. On a le label et le button. Maintenant, il nous dit qu'il y a bien d'autres tels que le checkbox, en fait, la case à cocher, l'image, le slider, la progress bar, le text input, le toggle button, le switch et la vidéo. D'accord? Donc, on va essayer de voir la majorité, en fait, de tout ça, pour l'instant, puisque je vais tout simplement progresser par pédagogie. On va voir ce qui est d'abord crucial et ensuite, on verra tout simplement d'autres bien plus tard. Ok? Donc, directement, on va tout simplement voir ce que c'est que le checkbox. Donc là, j'ai cliqué sur image, voilà. Et voilà, et vous voyez, en fait, lorsque vous cliquez, en fait, sur carrément un contrôle, en fait, il vous ouvre sa page et vous pouvez tout simplement voir exactement ce qu'il y a à voir sur ça. D'accord? Donc, je vais revenir carrément ici. OK? Et je vais déjà commenter, voilà, cette ligne, puisque je vais désactiver le bouton pour l'instant. Donc, si j'enlève en fait le texte, vous allez voir que on aura en fait un bouton, voilà, sans instruction, sans ligne. D'accord? Et en fait, on va tout simplement afficher déjà ici en premier point, en fait, le checkbox. Voilà. Donc, si on fait checkbox ici, ça fait ça. Et je vais le lancer. Et là, voilà, on a absolument rien. En fait, on a quelque chose, seulement qui n'est pas très visible. On a juste quelque chose là que l'on peut cliquer pour cocher. Donc, le checkbox, en fait, c'est tout simplement une case à cocher, voilà, qui nous permet de cocher. OK, voilà. Donc, carrément, si vous créez une application, voilà, où on doit cocher des valeurs, on coche, on récupère en fait ces valeurs, voilà, lorsque l'utilisateur envoie ses données. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ça permet de cocher des éléments. D'accord? Après le checkbox, en fait, on a le slider. D'accord? Donc, pour le slider, c'est assez simple. On va lancer juste slider. Et qu'est-ce que c'est que le slider? Vous allez voir tout simplement une barre de progression. Voilà, qui nous permet en fait de faire progresser en fait une valeur. OK? Maintenant, le slider a des propriétés en fait que je vais tout simplement détailler ici. C'est assez important. On a par exemple dans le slider, on a la propriété minimale, la valeur minimale et la valeur maximale par exemple. Donc là, on peut tout simplement définir la valeur minimale à une valeur donnée. D'accord? Donc je vais dire que min par exemple 2 points est égal à 0. OK, c'est ça plutôt, est égal à 0.
Voilà, ensuite on aura max est égal à 200 par exemple. Donc dès que je vais lancer en fait, mon slider en fait aura tout simplement comme valeur minimale 0 et comme valeur maximale 200. Donc bien sûr c'est pas affiché, oui, mais quand même c'est là, on peut le voir ensemble ici. Voilà, donc c'est là comme ça, c'est bon. Maintenant, le slide est un peu petit pour moi, je veux l'agrandir. C'est possible en fait, ici simplement d'utiliser la propriété width et height, d'accord? Donc là, je vais tout simplement venir, je vais le mettre un width ici par exemple. Je vais dire que width est égal à 5, bon, je dirais peut-être 200, voilà, et je vais le lancer. Vous allez voir qu'il sera un tout petit peu plus grand qu'avant, voilà, donc il est plus grand qu'avant. Maintenant, le X, c'est que voilà, il est un peu grand, oui, mais en fait, il entre en fait dans mon label et je ne veux pas de ça. Donc, je vais le faire monter un peu plus haut. Donc, pour ça, vous connaissez déjà la propriété post. OK? Donc, je vais venir là et je vais tout simplement passer post ici. Et je vais dire que post, en fait, va bouger de 0 sur X et sur Y. Il va bouger de 150. Si je le lance, là, on a notre label, en fait, voilà, qui est plus haut que 100. OK? Maintenant, on peut modifier l'orientation, en fait, notre slider du moins, qui est plus haut que notre label. OK? Donc, maintenant, on peut modifier la position de notre slider. Là, il est horizontal, on peut le mettre à la verticale. Donc, pour le faire, c'est très simple. On va utiliser la propriété orientation, auquel on va passer la valeur verticale. OK? Donc, si je relance, voilà, là, on a un slider qui est vertical. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On voit que le slider devient encore plus petit. Mais pourquoi? En fait, ça a du sens. Tout d'abord, en premier point, notre slider était horizontal et on l'a ajouté en fait une largeur de 200. Maintenant qu'on l'a transposé à la verticale, en fait, elle fait une largeur de 200, mais la hauteur, on ne l'a pas définie. Donc, il faut également qu'on définisse la hauteur. Étant donné que la largeur ne nous intéresse pas, on va juste modifier la propriété width en height, en anglais hauteur ou taille. Donc, je dis simplement ici que height égale à 200. Donc, si je relance, bien sûr, il faudrait que je ferme encore cette application pour la relancer. Donc là, vous voyez maintenant que voilà, il s'est déplacé en fait. Voilà, il a été agrandi jusqu'à 200 pixels. Donc ça nous permet en fait de choisir une valeur intermédiaire entre 0 et 200 pour l'instant. OK? Ainsi aussi, on peut tout simplement lui donner une valeur par défaut. Par exemple, là par défaut, sa valeur est de 0. Par exemple, si je lance, vous voyez que il sera carrément au bas. Donc par défaut, sa valeur est la valeur minimale. Mais on peut lui donner une valeur qui est différente de la valeur minimale. Donc, on peut passer tout simplement à la propriété value, par exemple ici. Voilà, on va dire que value égale à 45. Donc, cela signifie que par défaut, il va prendre en fait 45. Bon, je préfère carrément 50, c'est mieux. Là, on sait que c'est le quart de 200. Ça nous permettra en fait d'évaluer en fait la position de tout ça. Voilà. Et là, vous voyez que là, par défaut, il s'est placé à 50 points voilà, du début. OK? Donc, vous voyez que si vous prenez ça, vous divisez en fait notre barre par 4, vous allez voir que vous tombez à ce niveau pour tout simplement le premier quart. Donc, ce qui signifie en fait que ça fait 200. Voilà. Donc là, avec un 50, on sera juste au milieu pour 100 et là, 150 et en fait là, 200. Donc, ça marche. OK? Maintenant, après le slide, on va voir la progress bar, la barre de progression. OK? Donc, tout ça également, je vais le commenter pour l'instant. Ils vont pas me servir pour l'instant. Voilà. OK. Donc, je commente, voilà, tout ça. Et là, je vais passer en fait à progress bar. OK. Donc, si je lance l'exécution de progress bar, voilà, lui aussi, il est là par défaut. Voilà. Donc, on peut le bouger également et faire tout ce que l'on souhaite de ça. C'est pas un problème. Donc, je vais désactiver quand même ça pour le transposer. Donc, je fais juste CTRL ça. Et là, il va monter également de 150 pixels. Voilà. Maintenant, notre barre de progression, ouais, c'est comme vous le voyez, c'est aussi simple que ça. Donc, je vais le passer carrément une width et non un et. Je vais le passer juste une width ici.
Ok, donc je vais exactement refermer ça aussi. Et voilà, donc je l'ai agrandi un tout petit peu. Ok, donc exactement en fait, comme voilà, le slider bar, lui également dispose d'une valeur minimale, maximale et de value. Donc en fait, ils ont pratiquement les mêmes propriétés. Donc je réactive ça et je lance mon programme. Et là, vous voyez que la barre de progression a progressé jusqu'au quart en fait, voilà, de la valeur initiale. Donc là, la barre de progression a progressé jusqu'à une certaine limite à 50, comme je l'ai prévu à la propriété value. Voilà. Donc là-bas, en fait, fonctionne correctement. Maintenant, lui, contrairement en fait au slider, en fait, on ne peut pas carrément lui changer d'orientation. La propriété orientation ne fonctionne pas. En fait, il y a une façon de le positionner en fait, mais ça, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Après maintenant la barre de progression, on va voir tout simplement le texte input. Donc, qu'est-ce que c'est que le texte input? Vous l'aurez compris, c'est tout simplement en fait notre contrôle qui va nous permettre en fait d'interagir avec notre utilisateur pour récupérer des données. Donc, si je passe en fait ici texte input et que je viens là, que je relance l'application, là vous voyez que j'ai quelque chose qui est là. Maintenant, c'est juste carrément un carré blanc où je peux saisir du texte. Voilà, donc je suis un texte. Et vous voyez que lorsque j'arrive à la fin, en fait, il fait carrément un retour à la ligne. Donc là, en fait, on a tout simplement en fait comment dirais-je, un champ en fait de saisie en fait multiligne. On peut saisir carrément du texte très long, voilà, sur plusieurs lignes à la fois. Évidemment, en fait, on peut également contrôler un peu la dimension de ce truc-là. Voilà, comme c'est un texte input, je vais activer déjà ça pour le faire monter. C'est déjà ça. Je vais activer le width pour augmenter sa largeur, mais cette fois-ci, comme c'est un texte input, je vais lui mettre également une hauteur, bon, disons peut-être de 200. Et je vais lui mettre en fait un width de 350. Voilà. Donc, je fais d'abord CTRL-C pour interrompre. Je nettoie un peu, bon, tout ça c'est gros. CLS pour nettoyer la console et je vais relancer le programme. Et cette fois-ci, vous voyez que j'ai agrandi un peu mon texte input, ce qui me permet de saisir en fait les textes plus longs sur la ligne. Nice. Voilà. Et ça revient tout le temps à la ligne. Donc, ça marche. Donc, je vais vous faire voir en fait les propriétés par défaut en fait du texte input. Vous allez voir. Déjà, on a la valeur en fait multiline qui est très importante ici. Si je dis par exemple que je mets la propriété, je viens un peu plus haut, je vais dire que multiline, ok, à false. Dès que je vais passer en fait multiline à false, je vais le lancer. Vous allez voir que je peux saisir du texte. Vous allez voir, toujours, encore et encore et encore. Mais vous voyez qu'il ne revient pas à la ligne puisque c'est tout simplement un champ de saisie sur une seule ligne. Donc, en fait, ce genre de champ, vous l'aurez compris, c'est tout simplement des champs qui sont réservés à de courts textes, en fait. Voilà. Donc, généralement, inférieurs à 255 caractères. Comme tout simplement un nom, un prénom, un pseudo, voilà, comme une information voilà, très courte, en fait. Maintenant, par exemple, si c'est un grand champ de saisie de texte, c'est que vous demandez beaucoup d'informations, par exemple, un commentaire sur une vidéo ou quelque chose de genre, voilà. Donc, on peut demander quand même un commentaire et là, il va falloir qu'on prévoit un champ plus grand. Mais là, c'est un champ multiligne. Si on tape sur entrée, il quitte le champ. Donc, l'entrée, en fait, étant donné qu'on n'est pas en multiligne, en fait, fait quitter le champ pour passer au champ suivant. Aussi simple que ça. OK? Donc, déjà, avec ça, déjà, je pense que c'est bon pour le texte input. Bien qu'il y ait d'autres propriétés que l'on peut utiliser, on va les voir un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va passer tout simplement au toggle button. Et c'est quoi le toggle button? Je vais encore commenter tout ça évidemment, sauf la propriété de position. Ok? Donc, je vais passer ici le toggle button. Voilà. Donc, une fois que j'ai le toggle button ici, je vais lancer automatiquement ça et vous allez voir ce qu'il va nous donner. Voilà. Donc là, il nous donne automatiquement en fait, voilà, un bouton en fait qui permet d'activer ou de désactiver quelque chose. Voilà. Donc en fait, c'est carrément comme un champ d'options. On peut activer ou désactiver le champ. Bien sûr, il a besoin de la propriété texte ici. Donc, je vais réactiver en fait ça. Voilà, si je réactive ça, et là, je vais tout simplement en fait l'appeler toggle button. Ici derrière, je vais dire que je vais l'appeler toggle button. Bien sûr, il y a de G. Voilà.
Donc, je le lance. Et voilà. Donc, toggle button est là et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, ça active et ça désactive ça. OK. Donc, on va passer également à la suite qui sera tout simplement le switch. OK. Donc, on va passer directement à ça. Donc, si je passe ça, switch, un S majuscule. OK. Donc, je dis que je veux le switch. Et si on passe le switch et je le lance, vous allez voir que le switch, contrairement au toggle button, en fait, c'est tout simplement, euh, comment dirais-je, un bouton à bascule, en fait, qui donne du on et du off. Voilà. Donc, tout ça, c'est tout simplement des contrôles, en fait, qui sont très intéressants. Vous allez voir que dans la prochaine vidéo, on va aborder pas mal de notions et je vais vous expliquer ce que c'est que les événements, qui va nous permettre, en fait, de faire interagir, en fait, nos contrôles entre elles. C'est-à-dire simplement qu'en fonction de la valeur de tel contrôle, en fait, qu'on puisse permettre à l'utilisateur de faire telle action ou telle action. D'accord? Donc, pour l'instant, on va en rester là. Je pense qu'on a vu le strict minimum et le nécessaire. Après tout, c'était d'abord une vidéo d'introduction. Donc, je vous conseille de revenir un peu en arrière dans la vidéo pour voir un peu l'utilisation de ces contrôles. En fait, j'ai fait exprès, en fait, de ne pas citer trop de propriétés au risque, en fait, de vous noyer pour l'instant. L'essentiel, c'est déjà de comprendre déjà comment fonctionne, en fait, le fichier KV. Si vous savez déjà comment fonctionne ce fichier, vous pouvez être tranquille, vous êtes déjà assez avancé. Et dans la suite, vous allez voir qu'on va apprendre à faire des choses vraiment géantes, en fait, avec tout simplement le fichier KV, évidemment en combinaison avec le code Python. Donc voilà, vous avez créé votre première application Kiwi dans cette vidéo. Nous avons couvert les bases de la création d'interfaces graphiques avec Kiwi et nous avons exploré quelques widgets et contrôles de base. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans la prochaine vidéo, nous allons évoluer dans le développement avec la librairie Kiwi avec les layouts. D'ici là, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Ciao!